Vous vous sentez plus quoi, en définitive? Plus française ou plus algérienne? Je vais vous rendre une réponse un peu normande, les deux. Je suis complètement algérienne quand je suis chez moi, c'est-à-dire en Algérie, et je suis complètement française quand je suis chez moi, c'est-à-dire en France. En 1985, ils sont 21 000 immigrés dans la région de Montbéliard. Peugeot licencie 1600 ouvriers étrangers. L'État leur offre une prime au retour dans leur pays d'origine. Mais beaucoup hésitent. Ici, dans la banlieue de Montbéliard, des anonymes tentent alors de terroriser la population immigrée. Il y avait un vrai climat de peur. Il y avait un vrai climat de peur et les gens, même les plus durs, même ceux qui n'ont jamais pensé à rentrer, parce qu'ils ont leurs gosses qui ont grandi ici en France, du jour au lendemain, ils étaient pris de panique, ils voulaient coûte que coûte partir. Ils avaient peur d'être descendus dans une rue, parce que pendant la période de l'aide retour, il y a eu pas mal de morts. Cette peur commence à s'instaurer. Il y a eu des départs vraiment très précipités. 8000 immigrés partent alors. En quelques semaines, un grand vide se fait dans le pays de Montbéliard. Quand les immigrés sont partis, moi comme on s'était créé des liens d'amitié, ça m'a beaucoup touchée. Et moi j'ai vraiment eu dans ces femmes-là des amies. Elles étaient très perceptives, elles étaient très attentives. Elles prenaient, je sais pas, elles ressentaient, si moi j'avais des angoisses, elles les ressentaient. Je crois que je faisais partie intégrante d'elles. Et les autres commerçants du centre commercial, comment ont-ils réagi? Pour eux, ils avaient l'impression que si les immigrés repartaient au pays, qu'il y aurait des Français qui les remplaceraient et qu'à nouveau, ils reconnaîtraient les temps glorieux du commerce des années 1960, 65 ou 70. Mais c'était faux, parce qu'on savait très bien que de renvoyer ces immigrés dans leur pays d'origine, c'était vraiment pour faire des dégraissages au niveau de l'emploi. Dans le pays de Montbéliard, un drame économique commence. Des magasins, des stations-service, des succursales bancaires font faillite. Avant, le premier magasin qui était là, c'était un marchand de poissons. C'est devenu la caisse d'épargne qui, à son tour, n'a pas fait d'affaires non plus. C'est devenu une maison de jeunes, donc plus un magasin. Ensuite, on a la boucherie, mais la boucherie, pour la moitié, était recédée à un marchand de ménager, qui n'existe plus non plus. Après, on a une petite surface d'alimentation. C'est toujours les mêmes propriétaires, mais vous aussi, vous verrez. Ce libre-service, il y a 3 ans, faisait travailler 4 personnes. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une. Le jour où il n'y aura plus de travail, ben, il n'y aura qu'une solution, c'est partir. Hein. Mais pour revendre ici, c'est pas très facile. On peut revendre une repas de porte. Vous voulez un prix à peu près 50 000 francs. 50 000 francs. Ici, ça vaut 50 000 francs. Oui. Et quand vous l'avez acheté, c'était combien? 13 millions. C'est-à-dire que tout ce que vous avez investi serait perdu en quelque Ah ben oui, absolument. Oui. Nous avons démoli par implosion un immeuble en 1987 de 193 logements. Cette année, nous avons démoli 70 logements. Nous allons démolir encore cette année environ 200 logements. Et nous allons démolir au total 1270 logements. C'est dans l'immobilier que les conséquences du départ des immigrés sont les plus spectaculaires. Nous nous sommes retrouvés avec 1800 logements vacants. Le total des pertes entraînées par la vacance représente un total de 80 millions de francs. Et alors à ce moment-là, c'est dire l'ampleur donc du phénomène. est-ce vrai que certains de ces bâtiments que vous allez démolir, vous allez par ailleurs continuer à les payer parce qu'ils ne sont pas finis de payer? C'est tout à fait vrai. Pour certains d'entre eux, jusqu'en 2020. Assurément, c'était une catastrophe pour nous, c'était une catastrophe pour tout le monde. C'était une catastrophe pour les habitants de ces quartiers, c'est une catastrophe pour les communes. Économiquement également, pour l'ensemble de la région, ça a été quelque chose de très dur et dont les effets se poursuivent jusqu'à présent. À la rentrée des classes, moi personnellement, j'ai ressenti un vide puisque il y a environ 80 enfants qui n'étaient plus là. Ensuite, dans les années qui ont suivi, dans la région de Montbéliard, il y a eu à peu près
sans suppression d'emplois dans l'enseignement, que ce soit en maternelle, en primaire ou en collège ou en lycée, à cause du départ de ces enfants. Donc la première conséquence du départ des immigrés, ça a été des suppressions d'emplois dans l'éducation nationale. Marseille risque-t-elle de connaître le même sort que le pays de Montbéliard? Question provocatrice. La cité phocéenne, dont la richesse a toujours été liée au commerce méditerranéen, connaît aujourd'hui une désaffection des clients nord-africains. Les conséquences économiques s'en font déjà sentir. Il y a quelque temps, disons il y a 2 ou 3 ans, l'économie maghrébine a représenté à Marseille un chiffre d'affaires qu'on peut estimer entre 5 et 7 milliards de francs. 5 et 7 milliards de francs, ça représente un montant considérable lorsqu'on sait que dans les années 85, le déficit de la balance commerciale de la France tournait autour de 20 milliards. 5-7 milliards, ça représente à peu près le tiers du déficit de la balance commerciale de toute la France. Et alors, aujourd'hui... Très concrètement, je peux te dire 2 ou 3 chiffres. Premièrement, le port de Marseille a vu son trafic de passagers baisser de plusieurs centaines de milliers d'unités par an. L'aéroport de Marseille-Provence, qui, il y a quelques années, était devenu le 2e de France, est redevenu le 3e derrière Nice. Ça, c'est très concret. Les commerces du centre-ville ont également vu leur chiffre d'affaires baisser d'à peu près 20 à 25%. Et vous voyez, ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, des devantures tirées. Monsieur Tella, dans quel état était le restaurant que vous avez pris? Quand on a pris le restaurant, c'était déjà un ancien restaurant qui était fermé depuis 6 ou 7 années et qui ne rapportait rien ni au fisc, ni au trésor public, ni à qui que ce soit. Nous, on a créé une nouvelle affaire, c'est ça, et que ça permet de payer des charges, des impôts et tout ce qui s'ensuit. Vous êtes un cas unique dans ce genre parmi les commerçants maghrébins? Là, je peux vous le certifier que 90% des commerces qui se trouvent dans ce centre, ça a été tous, la plupart des mêmes cas. Et là, nos compatriotes ont donné un autre souffle de vie à ce quartier. À tel point que ce quartier fut surnommé par l'administration fiscale le Triangle d'Or. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nos affaires en ce moment, ça va mal. On a une baisse du chiffre d'affaires facilement de plus de 40%. Et cela est dû à la baisse de touristes maghrébins qui ont dû fuir la France. C'est-à-dire fuir la France, c'est un mot peut-être qui est un peu par rapport au climat de xénophobie qui existe actuellement en France. Tous les commerçants de Marseille ne dissimulent pas leur opinion sur l'immigration avec la même âpreté. Ils sont nombreux à constater avec inquiétude la diminution du tourisme nord-africain. Monsieur Bayotto est le fournisseur du restaurant de Monsieur Tella. Est-ce que vous avez ressenti une baisse d'activité? Dans ce secteur bien particulier, oui, environ 30% depuis 3-4 ans. Que vous attribuez à quoi? Essentiellement à un certain climat et aussi à l'instauration du visa qui a rompu, si vous voulez, une tradition de tourisme commercial entre l'Afrique et l'Afrique du Nord, en particulier Marseille. Et quelles conséquences ça a eu pour vous, entrepreneur? Une perte de bénéfices, si vous voulez, et on ne peut pas entrevoir une augmentation de salariés d'ici quelques années. Je l'ai fait 4005, si tu prends 10 ou 11. Tu en veux un? Un seul. 2. Allez, pour les enfants, 2, c'est bon. Voilà, merci beaucoup, frère. Voilà. Vous aviez 2 boutiques précédemment? J'avais 2 magasins situés à la rue Bernard Dubois, pas loin de la gare Saint-Charles, et celle-là. Et c'était ma première boutique au bout de... Il y a 6 mois, je l'ai vendue parce que je m'en sortais plus. J'avais 2 employés, j'étais obligé de le virer parce que je m'en sortais plus. Et je suis obligé de rester seul ici avec ma femme. J'ai perdu les 80% de la chute des recettes. Hein, de toute manière. Mon magasin, il valait par exemple 50 millions, je l'ai vendu 70 000 francs, 7 millions. Hein. Donc il ne nous reste que 20% et d'ici quelques temps, il ne restera plus rien. J'avais des gros clients avant qui achetaient des quantités bien sûr moyennes, mais maintenant ils vont en Espagne, ils vont en Italie, ils vont en Turquie, ils vont de partout, même en Thaïlande. Et ici, vraiment... c'est très grave pour nous. À l'extrême ouest de la Méditerranée, ce sont Barcelone et Alicante qui profitent de l'argent nord-africain. Vous êtes venu faire des achats pour votre magasin d'Oran à Alicante. Oui. Vous êtes venu acheter quoi ici? Du faïence. Vous faites vos courses quelquefois en France? Bien sûr. Depuis
Depuis 74, l'âge de 15 ans. La dernière Jusqu'à la dernière fois, c'est en 85. Vous allez repartir avec ce camion bourré de faïence. Oui, ça représente à peu près quel chiffre d'affaires 1 million. Différence, 1 million, 5 fois la valeur, ça porte 5 millions. Mais vous ne croyez pas que tout ça c'est ralent de voir que nous faisons des investissements dans notre pays, nous faisons du travail pour satisfaire des clients qui sont des clients traditionnels de Marseille, qui sont des clients francophones, et de voir une partie de cette clientèle partir en Espagne. Moi, je vous garantis que de temps en temps, ça me fait sacrément râler. Mais il n'y a pas que les mauvaises affaires qui donnent à certains Maghrébins l'envie de quitter Marseille. L'avenir, je vous assure qu'il y a des moments où on n'arrive plus à... On perd complètement la boussole parce qu'on ne sait plus à quel sein se vouer. Si on doit rester, si on doit partir, si on doit changer d'activité, si on doit... Vous avez pensé à partir vous-même? À plusieurs moments, oui. Et pourquoi? Moi, personnellement, c'est pour ce climat de xénophobie. J'estime que je suis venu jeune, j'ai perdu toute ma jeunesse, toute ma force en travaillant en France. J'ai servi Peugeot et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, parce qu'il veut moderniser ou il veut installer des robots, qu'il me faut à la porte, que ce soit par des façons légales ou illégales. Et puis, je posais toujours la question gentiment à mes collègues de travail. Je leur dis, mais si moi je pars, qu'est-ce que ça peut vous rapporter à vous? Si je reste, ça ne change pas grand-chose pour vous. Et si je pars aussi. Pourtant, ce sont des gars très gentils. On buvait ensemble, on fêtait les Noël, les jours de l'an ensemble. Mais pendant cette période, j'ai vécu comme une certaine solitude. Et parmi ceux qui sont partis, ils sont nombreux à avoir vécu une nouvelle fois la douleur de l'exil. C'est surtout pour les enfants que le retour au pays d'origine fut parfois très dur. Et ils le racontent à leurs copains restés en France. J'ai beaucoup envie de revenir en France. C'est vraiment difficile de quitter un pays où on a vécu 13 ans. Je pense à la France et quand je pense, je pleure, croyez-moi. Je donnerai ma vie pour la France. Vous, les copains, vous me manquez beaucoup. Il faut que je vous le dise qu'un jour, en classe, j'ai pensé à vous et j'ai commencé à pleurer. Derrière 2000 kilomètres, il y a mon enfance que je n'oublierai jamais. Malgré tout l'amour que j'ai pour mon pays, je n'oublierai jamais le pays dans lequel j'ai connu la joie, l'amitié et beaucoup d'autres choses. Et surtout, je ne regrette pas d'y avoir vécu, car cela m'a permis d'avoir une façon de penser totalement différente des gens d'ici. L'école française a joué un rôle formidable d'intégration de ces enfants. On les a donc intégrés à la culture française. Maintenant, ils pensent français, ils réagissent pratiquement comme tous les autres Français de leur âge. Le départ, en fait, était plus un exode qu'un retour. Oh là là, il est vilain, hein? Vous vous sentez plus quoi, en définitive? Plus française ou plus algérienne? Je vais vous rendre une réponse un peu normande, les deux. Je suis complètement algérienne quand je suis chez moi, c'est-à-dire en Algérie, et je suis complètement française quand je suis chez moi, c'est-à-dire en France. Voilà. Vous avez eu à souffrir du racisme? Non, directement? Personnellement, nous, non. Nous, non. Enfin, oui. Moi et mon mari. La petite, un petit peu à l'école, oui. Qu'est-ce qu'on lui disait? Ce qu'on dit à tous les enfants d'origine maghrébine, c'est ça l'arabe. C'était un combat très dur pour nous, hein. Surtout pour la nouvelle génération qui arrive là. Du point de vue déjà scolarité, ils ont une très mauvaise scolarité. Déjà quand ils sortent, c'est pas des médecins et des ingénieurs, c'est des plombiers, des mécaniciens, des maçons. Il n'y a pas de travail pour eux. Si vous savez le taux de drogués parmi les enfants immigrés, ça aussi il faut en parler, c'est atroce. Ils sont rejetés par les Algériens parce qu'ils ne sont pas tout à fait algériens, puis ils ne se sentent pas des fois algériens. Et puis ils ne sont pas français parce qu'ils sont rejetés par les Français, donc ils sont assis entre deux chaises, ils sont perdus. Moi, c'est ces gosses qui me font beaucoup de peine. Et c'est ça qui a fait qu'on n'a fait qu'une seule fille. C'est plutôt la peur de cet avenir. Ouais. Alors, on a fait comme tout le monde, comme tous les Français, on a fait un enfant.